Évaluer l'exécution de l'ordre opérationnel de services étatiques autorisés à œuvrer aux frontières, c'est l'objectif de la mission menée récemment par une délégation de membres du comité de coordination des frontières dans le Haut-Katanga sous la conduite de la directrice de la brigade douanière et lutte contre la fraude de la DGDA, Pierrette Mbombo Moukadi. Les détails sur cette mission délicate vous seront donnés dans quelques instants. Comment valoriser les produits locaux fabriqués en RDC? Comment les exporter en grande quantité et de manière bien diversifiée? Ce sont les grandes questions au centre de réflexion à haute voix lors de la table ronde sur les exportations organisée durant 3 jours, soit du 2 au 4 avril 2018 à Pullman Hotel du Kinshasa, par le ministère du Commerce extérieur. Vous suivrez dans cette émission les différentes interventions de quelques responsables de certaines institutions du pays ainsi que de l'Organisation mondiale du commerce OMC. Ces titres et tant d'autres vous seront développés dans le corps de ce numéro de fiscalité et développement dans une présentation de Priska Sekana Kinzonzi. Annie, bienvenue. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. C'est un honneur pour moi, mesdames, messieurs, de me recevoir dans vos salons à travers ces magazines Fiscalité et Développement, la grand-messe audiovisuelle économico-financière en République démocratique du Congo pour vous informer. Le directeur général adjoint de la DGDA, Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi, assumant l'intérim du directeur général empêché, est arrivé le jeudi 5 avril 2018 à Goma, dans le Nord Kivu. Avec ses collègues de la DGM et de la SNEL, ils vont évaluer les niveaux d'exécution de travaux de la construction des bâtiments de l'État à la Grande Barrière. Outre cette mission principale, dont la réunion de l'ordre opérationnel vient de se tenir ce dimanche 8 avril 2018 sous la présidence du gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, le numéro 2 de la douane congolaise a inspecté les entrepôts de dédouanement et tenu différentes réunions avec les cadres et agents de la DGDA Nord Kivu en vue d'évaluer l'exécution des instructions données par la hiérarchie dans le cadre de la maximisation de recettes douanières. Il s'avère qu'à l'instar du Beach Ngobila à Kinshasa, où il a suspendu pour raison d'enquête certains douaniers qui se sont compromis dans l'exercice de leurs fonctions, Jean-Baptiste Kongolo Kabila vient d'ordonner la suspension du receveur principal du poste frontalier de Bunagana pour le même raison. Il vous souviendra que grâce à son professionnalisme, le directeur général adjoint de la DGDA avait réussi à imposer conformément à la loi l'usage du logiciel Sidonia World, ce qui a permis d'ailleurs à ces postes frontaliers de multiplier par 10 ses recettes mensuelles. Déterminé à réussir le même exploit dans le poste frontalier de la RDC, le numéro 2 de la douane n'hésite pas à sanctionner conformément aux lois du pays tout le contrevenant. À présent, nous vous convions à suivre ce qu'a été son arrivée à Goma le jeudi 5 avril 2018 dans ces reportages de nos confrères de Goma rendus ici par Mao Zigabe. Il est exactement 10h36 heure locale quand l'aéronef transportant les directeurs généraux à l'intérim de la Direction générale des douanes et assises atterrit à l'aéroport international de Goma ce jeudi 5 avril 2018. Kongolo Mouti Kabila est accueilli par son directeur provincial avant de saluer les cadres et passer en revue toute la troupe des brigades de la DGDA Nord Kivu. Le directeur général à l'intérim de la DGDA s'est entretenu pendant plus d'une heure avec les agents et cadres de cette institution au Nord Kivu avant de nous livrer l'objet principal de sa mission en province. La raison pour laquelle nous sommes arrivés ici, dans un cadre un peu beaucoup plus spécifique aussi, celui de voir les travaux de la construction du bâtiment, des bâtiments que vous voyez à la Grande Barrière de Goma. Nous sommes arrivés pour voir dans quelles conditions il se trouve, à quelle étape il se trouve, quels sont les éléments qui peuvent nous permettre de pouvoir aller au-delà, c'est-à-dire de réceptionner ce bâtiment au plus vite.
Une descente qui vient répondre aux attentes des partenaires de la DGDA et la population du Nord Kivu qui attendent la mise en fonction de ces infrastructures qui, selon Kongolo Mouti Kabila, vont faciliter à ce service de maximiser leurs recettes et de lutter contre la fraude fiscale. Le président de la République est en train de vouloir moderniser pratiquement tous les points frontaliers en vue de permettre l'accroissement, non seulement l'accroissement des recettes, mais aussi d'assurer la sécurité du territoire national. La contrebande ne sera poursuivie que lorsque nous essayons d'assainir les conditions de sécurité dans nos frontières. Mais aussi la fraude fiscale et douanière que l'on décrit à tout moment. Après la réunion, le directeur général à l'intérim de la DGDA a pris une photo des familles avec les agents, cadres et la brigade du Nord Kivu, la province qu'il a vu évoluer au sein de la DGDA avant d'occuper les sommets des stratégies financières. Actuellement. Quittons le Nord Kivu pour le Haut-Katanga où le membre du comité de coordination de frontières conduit par la directrice de la brigade douanière et lutte contre la fraude de la DGDA, Pierrette Mbombo Moukadi, sont allés évaluer l'exécution de l'ordre opérationnel des services commis aux frontières. La délégation s'est rendue d'abord à Kasumbalesa et à l'aéroport de la Loano ensuite et il a également échangé avec les opérateurs économiques réunis au sein de l'AFEC en vue de recueillir leurs plaintes en rapport avec les différents services commis au niveau des frontières. C'était du 31 mars au 4 avril 2018. Rosette Mambapoloto et Landrine Nyangi Lostiné ont accompagné ces comités de coordination de frontières dans la province du Haut-Katanga. L'objectif principal qui a milité à ce qu'on puisse prendre ces décrets portant ordre opérationnel, c'était d'assainir le milieu. Comme vous le savez, le milieu il y avait tellement de tracasseries, de l'anarchie, des désordres. Alors on a limité les services qui sont appelés à œuvrer au niveau des frontières. Et ces services-là, chacun dans ses missions doit pouvoir faire son travail et pas chercher à s'immiscer dans les fonctions bien les missions des autres services. Nous avons vu, il y a deux choses, c'est pas pour rien que la réunion a été à huis clos. Nous avons pris des résolutions que je ne saurais pas dire devant les caméras ici. Et je crois qu'à l'avenir, l'environnement sera vraiment aplani pour que les opérateurs économiques soient dans les bonnes conditions de travail. Il y a la coordination provinciale avec comme supervision le gouverneur du Katanga. Et c'est le gouverneur qui s'est réuni avec les comités locaux. Et quand il y a des problèmes, les problèmes sont posés au niveau des comités locaux. C'est le gouverneur qui doit pouvoir prendre des mesures en mettant en exergue tout ce qui a été dénoncé pour pouvoir mettre de l'ordre. Si ce sont des choses qui dépassent son niveau, en ce moment-là, il doit chercher à entrer en contact, faire le rapport au niveau de la supervision nationale, qui était présidée à l'époque par le ministre de l'Intérieur. Et aujourd'hui, on a donné cette charge au DG de la DGM. Le poste frontalier de Kasumbalesa constitue un couloir d'échange entre les populations de la République démocratique du Congo et de la Zambie. Mais il s'avère également que c'est un couloir qui favorise la fraude. Comment concilier les deux préoccupations? Évidemment, le problème de la fraude ici à Kasumbalesa, c'est vrai, c'est un problème réel. Et quand on voit l'environnement tel qu'il se présente, avec parfois les multiplicités de perceptions, ça pousse certaines personnes à chercher le voie non autorisé, à frauder. Donc ça, c'est un problème que nous allons essayer de régler. Nous allons faire rapport au gouvernement à travers notre supervision au niveau national pour qu'on essaie un peu de réduire certaines perceptions afin de permettre à ce que tout se passe de façon formelle et que les gens puissent avoir cette culture fiscale et se présenter au niveau des bureaux des douanes pour pouvoir déclarer correctement.
Toujours à la DGDA, débuté le 2 avril 2018 à Pullman Hotel de Kinshasa, la table ronde consacrée aux produits d'exportation de la République démocratique du Congo a fermé ses portes le 4 avril dernier. Initiée par le ministère du Commerce extérieur, ces assises ont permis aux participants de réfléchir à haute voix sur les différents écueils qui ne favorisent pas de façon significative les exportations de produits locaux. Ils ont, par la même occasion, formulé une série de recommandations susceptibles de permettre au pays d'exporter ses produits. Invité à cette table ronde sur les exportations, le directeur général adjoint de douane et axes en charge de l'administration et finances, Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi, a exposé sur les différentes mesures incitatives prises par le gouvernement congolais en vue de favoriser non seulement un bon climat des affaires en RDC, mais aussi les exportations. Reportage de Michel Wangilokwa et Fanfan Makito Doma. La douane est un outil commercial d'un pays dont la mission est de protéger les produits locaux, a fait savoir Jean-Baptiste Kongolo Kabila, directeur général adjoint des douanes congolaises, au cours de ses assises consacrées aux exportations des produits de la République démocratique du Congo. En quoi, le numéro 2 de la DGDA, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris des mesures incitatives pour permettre les exportations des produits locaux. Au nombre de ces mesures, le Code des investissements de 2002, tel que révisé à ce jour, le Code minier de 2002, tel que révisé à ce jour, actuellement il y a eu encore la problématique sur le Code minier, mais les conventions minières, les conventions pétrolières, le régime fiscal et douanier applicable à l'agriculture, le régime du partenariat stratégique sur les chaînes de valeur en 2013, le régime fiscal et douanier applicable au sauvetage des entreprises industrielles en difficulté de 2014, mais aussi le régime fiscal et douanier applicable à l'importation de l'énergie électrique en 2015. Donc de manière générale, en dehors du code minier qui prévoit des taux réduits à l'importation, tous les régimes précités prévoient l'exonération des droits et taxes à l'importation. Ces exportations ont essentiellement été faites en ordre de grandeur vers la Chine, l'Afrique du Sud et l'Union européenne. Et les exportations vers l'Afrique du Sud et la Zambie ont représenté en tonnage plus de 82% des exportations de la RDC en Afrique en 2016 et 2017. Quant aux importations, les biens d'équipement ont représenté 65,2% en 2016 contre 26,6% pour les biens de consommation. Les pays de provenance de ces importations ont été essentiellement, en ordre de grandeur, l'Union européenne, la Chine et l'Afrique du Sud. Cependant, la République démocratique du Congo doit s'investir dans l'exportation de ses produits. À l'heure actuelle, les matières minérales représentent 97% de ses exportations, suivi du bois avec un peu moins de 2%, a déclaré Jean-Baptiste Kongolo Kabila. Ainsi, pour renverser la tendance, une production locale à grande échelle est encouragée, et ce, dans différents secteurs. Restons encore au niveau de cette table ronde sur les exportations où le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI a lui aussi été invité à parler cette fois-là de la promotion des industries en RDC. Patrice Kitebiki-Bonvoul s'est plus apaisanti sur les déficits et contraintes de la transformation de produits, les développements de chaînes des valeurs et les perspectives. Les patrons du FPI s'est également penché sur les nouvelles stratégies mises en place par son institution pour mieux accompagner les promoteurs de projets industriels. Retrouvons une fois de plus Michel Wangilokwa. D'entrée des jeux, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kitebiki-Bonvoul, a fait observer qu'en 1959, les secteurs industriels congolais étaient très compétitifs. À l'époque, l'industrie manufacturière, par exemple, représentait 30% de l'activité économique. Elle est tombée à 14% vers les années 70 avec la zarénisation pour chuter à 8% vers les années 88, d'où la création du FPI en 1989 pour résoudre la problématique de l'industrialisation du pays. Ces dernières années ont vu les chiffres d'affaires du Fonds de promotion de l'industrie chuter.
En 2014, par exemple, son chiffre d'affaires était de 15 435 005 $ américains pour chuter en 2016 à 9 514 100 $ américains. Le taux de recouvrement est tombé en 2016 à 18%. Aujourd'hui, avec la nouvelle feuille de route adoptée par l'équipe dirigeante, l'institution vit une nouvelle ère avec une vision, celle de voir l'économie congolaise émerger à l'horizon 2030, fondée sur un tissu industriel diversifié, intégré et compétitif, tourné vers la satisfaction des besoins à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Nous avons une stratégie, disons, qui se déploie aujourd'hui en 5 points. Premièrement, nous ne finançons pas que des projets tout venants. Nous essayons d'aller, nous aussi, vers l'intérieur du pays, pour discuter avec les opérateurs économiques, les vrais qui sont sur le terrain, et avec les autorités locales, cerner les opportunités d'investissement. Ces opportunités d'investissement font l'objet d'études de faisabilité et notre ambition est autour de ces études de faisabilité, de ces études de rentabilité, de ces études bancables d'organiser des conférences d'investisseurs de manière à ce que, ayant présenté des plans d'affaires cohérents qui montrent l'intérêt financier pour le promoteur, nous puissions pousser les Congolais à mettre leur argent dans des affaires réellement rentables. Le développement et le financement des chaînes de valeur, c'est un des éléments clés aujourd'hui de la stratégie, la construction des incubateurs. Et nous avons une politique d'appui à l'entrepreneuriat féminin que nous avons discuté le 12 et le 13 à travers un séminaire avec d'un côté les mécanismes que nous mettons en place pour l'appui aux start-up et de l'autre les mécanismes pour appuyer l'entrepreneuriat féminin. Et bien sûr, il y a l'accompagnement du secteur privé à financer certaines infrastructures. Aujourd'hui, le secteur de l'électricité a été libéralisé. Donc, les opérateurs économiques privés peuvent aller dans le financement de ces infrastructures. Et dans les autres pays, la problématique des infrastructures a en partie été résolue parce que le secteur privé a été incité à financer les infrastructures qui longtemps avaient été considérées comme des biens publics à financement exclusivement par les pouvoirs publics. En outre, le directeur général du FPI a relevé quelques problèmes et contraintes rencontrés par les industriels, au nombre desquels les déficits généraux des infrastructures de base, à l'occurrence l'énergie, l'eau, les routes, les ponts, et la liste n'est pas exhaustive. D'autres experts sont venus de l'étranger pour partager leurs expériences avec les officiels congolais sur la problématique des exportations de produits locaux. Parmi eux, les professeurs Faustin Luanga, qui a conduit la délégation de l'Organisation mondiale du commerce OMC à la table ronde sur les exportations. Il a réagi sur le choix de produits à exporter. On l'écoute au micro de Michel Wangi Lokwa. Il y a plusieurs choses que le Congo doit faire. La première des choses que le Congo doit faire, elle exporte peu parce qu'elle produit peu. Sa base d'exportation est le reflet de l'étroitesse de sa base de production. Nous produisons peu, nous produisons quelques produits miniers que nous exportons. Nous ne transformons rien. Nous n'avons pas de produits compétitifs. Le Congo est potentiellement riche, mais compétitivement pauvre. C'est-à-dire nous avons des avantages comparatifs. Dieu a créé le Congo qui est décrit comme un scandale géologique. Nous avons beaucoup de produits, nous avons beaucoup d'étendues de terre, mais quand on ne met pas en valeur, c'est qu'on n'est pas compétitif. Il va falloir définir ces stratégies et avoir des politiques qui accompagnent les pays dans la transformation pour devenir compétitifs sur le plan national. Qu'est-ce qu'il faut faire à court terme? Il faut définir les priorités, faire des choix de quelques produits particuliers qui peuvent devenir les marques de fabrique du Congo. Si on vous demande aujourd'hui, le Congo produit quoi? Quelle est la structure industrielle du Congo? Nous avons quelques brasseries, nous avons quelques boulangeries, nous avons quelques fabriques de cigarettes. On ne transforme rien. Alors il faut définir ne fût-ce que quelques grandes filières et donner les moyens à ça. On a vu des présentations d'aujourd'hui. L'FPI qui a été construit pour accompagner la promotion industrielle doit accompagner au moins les secteurs dans ces financements des stades.
Comme il en est dans pareilles circonstances, cette table ronde sur les exportations nationales a débouché sur plusieurs recommandations, 105 au total. Jean-Louis Miasuka Maloubaki analyse quelques-unes d'entre elles dans ses commentaires. La table ronde sur la promotion des exportations des produits congolais et la réduction de la dépendance aux importations a débouché sur 105 recommandations. Et c'est peut-être la première difficulté ou le premier défi, appliquer ces 105 résolutions. La teneur de ces recommandations atteste bien la réalité de la situation des exportations et des importations en RDC. Le commerce extérieur congolais n'est que le reflet de son économie nationale. Les recommandations proposées par les experts sont des solutions internes et externes. Elles montrent à suffisance qu'aujourd'hui, l'économie nationale et le commerce extérieur ne font qu'un et que la grande dépendance de la RDC pour ses importations est tout simplement le reflet de son sous-développement. Les recommandations de cette table ronde des exportations sont regroupées en 3 secteurs, productifs et porteurs de croissance, publics et déterminants de la croissance et d'appui à la régulation. Les recommandations du secteur productif et porteur de croissance prônent en somme la diversification de l'économie, sa transformation structurelle grâce notamment à l'agriculture et à l'industrie. Elles se focalisent sur un aspect clé du commerce extérieur, la compétitivité. Elle prône la relance de la recherche agronomique, géologique, minière, la prise en compte des chaînes de valeur, de l'encadrement des agriculteurs, surtout les femmes et les jeunes. Quant aux résolutions liées au secteur public déterminant de la croissance, elle prône la construction d'un réseau structurant multimodal de transport, route, rail ou air, pour faciliter l'intégration nationale et régionale de la RDC. Elles insistent également sur l'amélioration de la desserte énergétique, pour raccorder surtout les zones industrielles à la production agricole. Ces recommandations mettent en exergue une condition cruciale du développement, la valorisation du capital humain du pays en repensant et en adaptant la formation. Elles prennent aussi en compte le renforcement des performances de l'administration pour la muer en fonction publique de développement. Les recommandations au titre du secteur d'appui à la régulation rappellent de consolider un cadre macroéconomique stable, de diversifier le circuit de commercialisation externe et interne, de relancer la production agricole de rente et vivrière, d'instaurer une fiscalité adéquate pour les produits agricoles et financer le monde rural. Sur le plan institutionnel, les experts ont proposé le financement des exportateurs émergents, des exportations à court terme, des investissements étrangers pour de nouveaux exportateurs, le soutien des programmes de technologie des ressources humaines pour les industries pour améliorer la compétitivité. Il faut y ajouter la proposition de création d'une agence des exportations et l'affectation des attachés commerciaux dans les missions diplomatiques et ambassades de la RDC. Le comité de suivi doit être mis en place pour l'application de ces résolutions. On peut donc affirmer que les experts ont fait un travail remarquable. Les propositions comme la bonne semence à la recherche de la terre fertile ont besoin d'un cadre politique et économique stable. Plus que les politiques, toutes ces recommandations de cette table ronde des exportations doivent être cristallisées dans les administrations pour leur pérennisation. Plus que promouvoir les exportations et réduire la dépendance de la RDC aux importations, le but ultime demeure le développement intégral du pays. Toute politique de commerce extérieur ne peut s'effectuer que dans ce cadre. La clé de la réussite de toute politique d'exportation demeure la compétitivité ou la capacité d'un pays à faire face avec ses produits à la concurrence internationale. Il est à noter que ces recommandations proposent un changement radical du mode de gouvernance, mais les circonstances ne le permettent pas encore. Il s'agit, à la lumière de ces résolutions, de créer une économie congolaise qui tranche en partie avec le système colonial et toute la période post-coloniale. Il faudra des efforts immenses au gouvernement actuel pour améliorer notamment le climat des affaires et séduire les investisseurs étrangers, surtout dans le secteur agricole. La RDC devra, à l'instar d'autres pays, développer une véritable diplomatie économique, faire de ses hommes d'affaires de véritables ambassadeurs et compter sur sa diaspora qui peut servir de relais pour la promotion du Made in DRC. Un ancien chef d'État africain avait déclaré en 1997 à Kinshasa « Chez vous, tout est à faire et ce qui est fait est à refaire. Comme une pièce de théâtre que l'on finit d'écrire, tout commence car il faut la jouer. » C'est le cas de cette table ronde des exportations qui est formellement terminée mais qui ne vaut absolument rien si ces résolutions et recommandations ne sont pas appliquées. Autre chose à présent, la Fédération des entreprises du Congo FEC a organisé jeudi 5 avril 2018 à Pullman Hotel sa conférence annuelle sur l'énergie avec comme thème « Investir dans les secteurs de l'énergie, une opportunité d'affaires en République démocratique du Congo ». Il a été question de faire un état des lieux de la desserte en énergie électrique pour attirer plus d'investissements. Les participants ont reconnu que les efforts doivent
doivent être fournis aussi bien par l'État que le secteur privé pour améliorer la fourniture en courant électrique sur l'ensemble du territoire national. Le directeur général du FPI, Patrice Kité-Biki-Bolonvoul, dont l'institution a financé de projets dans les secteurs de l'énergie, a axé son intervention autour du thème « Le FPI et la valeur ajoutée dans la production de l'électricité ». Reportage, encore une fois de plus, de Michel Wangui et Fonfon Makitou, Doma. Tous les acteurs étatiques et privés ont réfléchi sur l'état actuel de la desserte en énergie. La République démocratique du Congo, bénéficiant de plusieurs cours d'eau, a un potentiel en ressources énergétiques de 100 000 MW. A contrario, la SNEL n'a mis en valeur que 2400 MW, seule la moitié est effective. En conclusion, le pays bénéficie seulement de 15% des dessertes en énergie. Le Fonds de promotion de l'industrie, pour sa part, a contribué à financer des projets d'électrification de quelques entités en partenariat avec la SNEL et le secteur privé, a indiqué Patrice Kité-Biki-Bolonvoul, directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, lors de la conférence sur l'énergie organisée par la Fédération des entreprises du Congo. La nouvelle politique de financement élaborée par le FPI sur base des expériences antérieures a intégré la nécessité d'affecter des ressources importantes à la réalisation des études de faisabilité et de rentabilité à caractère énergétique, a ajouté le numéro 1 du FPI. Entre-temps, un programme ambitieux est mis au point pour favoriser le financement des projets liés à l'électrification du pays en partenariat avec les secteurs privés et les provinces. Et pour l'instant, on a travaillé spécialement dans 2 provinces de l'ex-Katanga, le Tanganyika et le Olomami. Nous avons également commencé à travailler un petit peu dans ce domaine dans la province du Kwango. Ce que nous faisons, c'est de dialoguer avec les opérateurs économiques locaux, avec les autorités de la province et de certains territoires, et d'identifier des opportunités d'investissement dans le domaine notamment de l'agri-business, mais aussi d'identifier quelles sont les contraintes qui peuvent bloquer l'exploitation ou la transformation de ces opportunités-là. Et dans le domaine de l'électricité, ce que nous faisons, une fois que les opportunités d'investissement, pas seulement d'ailleurs dans le domaine de l'électricité, même dans les autres domaines, nous avons identifié les opportunités d'investissement. Nous menons avec les fonds du FPI des études de faisabilité, mais aussi des études techniques détaillées et des études de rentabilité, de telle sorte qu'on ait des projets bancables, une banque de projets bancables, autour de laquelle nous pouvons développer un dialogue avec le secteur privé. Avoir un portefeuille de projets bancables, discuter avec les investisseurs privés à travers des conférences des investisseurs, et une fois que l'accord est trouvé, nous voulons apporter, nous serons partie prenante dans la structure, mais les projets ont vocation à être des projets privés. Le FPI qui a fait l'étude et qui a besoin de donner une garantie à l'investisseur privé prendra à la limite une participation minimale de 10%, dont il peut d'ailleurs se défaire au bout de 3, 4 à 5 ans lorsque l'entreprise devient suffisamment viable, de telle sorte qu'il resterait dans la structure de capital seuls 10% que nous donnerions à la province qui accueille l'investissement, de manière à ce qu'il y ait des intérêts pour les provinces d'accompagner l'émergence de cette nouvelle politique et des investissements qui se font dans ce cadre-là, parce qu'il n'y a pas qu'un volet fiscal, il n'y a pas qu'un volet sécuritaire, mais les terres sur lesquelles nous faisons ces micro-centrales nous sont fournies par les autorités provinciales, et ce n'est que juste récompense de leur attribuer au maximum 10% de la structure de capital, de telle sorte que finalement c'est un partenariat public-privé avec une participation minoritaire du FPI, une participation minoritaire de la province d'accueil de l'investissement et une participation majoritaire du secteur privé. Pour clore son intervention, Patrice Kité-Biki-Bolonvoul a formulé le vœu de voir les partenaires internationaux, avec l'appui du gouvernement, de se rejoindre au FPI dans la mobilisation des ressources en énergie.
Actualité internationale à présent, sachez que la Banque centrale des 6 États de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, prépare actuellement un nouveau cadre juridique pour la supervision des transactions électroniques de l'argent. Selon le gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale, BAC, cité par l'agence de presse Ecofin, le nouveau cadre juridique va intégrer la lutte contre les blanchiments d'argent. Les développements optimum de ces modes de paiement dans cette zone restent entravés par certaines dispositions réglementaires, dont l'impossibilité pour les utilisateurs d'effectuer des transactions entre pays membres. Le gouvernement chinois a déposé cette semaine une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce OMC. Selon nos confrères le quotidien Le Figaro, Pékin entend contester les mesures tarifaires que les États-Unis proposent d'imposer sur certains produits originaires de la Chine dans divers secteurs tels que ceux des machines, de l'électronique et autres. Pourtant, pour la Chine, les mesures souhaitées par les États-Unis sont incompatibles avec les dispositions pertinentes des accords visés de l'OMC. La liste américaine provisoire de produits chinois importés susceptibles d'être soumis à des nouvelles taxes représente 50 milliards de dollars américains. Plusieurs produits s'y trouvent sur cette liste. Il s'agit de produits de l'aéronautique, les technologies de l'information et de la communication ou encore la robotique et le machine. Les projets américains consistent à imposer un droit ad valorem additionnel de 25% sur le bien chinois visé. Malgré la surenchère entre les deux camps, Pékin et l'administration Trump se disent disposés à négocier les relations commerciales entre les deux pays. Un communiqué dans cette émission, il émane de l'administration fiscale congolaise. Voici sa teneur. La Direction générale des impôts rappelle aux entreprises publiques, aux services publics, aux entités territoriales décentralisées, aux établissements publics, aux organismes semi-publics, aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique que conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi numéro 004/2003 portant réforme des procédures fiscales, l'échéance de souscription de la déclaration des sommes versées aux tierces afférentes au premier trimestre de l'année 2018 tombe le mardi 10 avril 2018. Il s'agit du relevé de toutes les sommes versées à des tierces à quelque titre que ce soit, à l'exclusion de salaire qui doit être déposé auprès des services gestionnaires respectifs. Toute absence de souscription de cette déclaration dans le délai susvisé donnera lieu à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. C'est un communiqué signé José Célia Lagouli, directeur général des impôts. Découvrons un autre communiqué, toujours dans la Direction générale des impôts, dans cette lecture de Muriel Makessé Loutina. La Direction générale des impôts informe les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA, qu'étant donné que l'échéance de souscription des déclarations afférentes au mois de mars 2018 tombe un dimanche, ils sont autorisés à s'acquitter de leurs obligations au plus tard le lundi 16 avril 2018. Sont également concernés par cette échéance les publics et les micro-entreprises qui sont tenus de s'acquitter de l'impôt professionnel sur les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés relevant des micro-entreprises afférents au premier trimestre de l'année 2018. À titre de rappel, la quantité trimestrielle de l'IPR s'élève à l'équivalent en francs congolais de 6 $ américains pour un salarié domestique, 9 $ américains pour un salarié relevant de micro-entreprises. Passé ces délais, il sera procédé à l'application de pénalités fiscales conformément à la loi. La responsabilité de la femme de l'administration fiscale face au défi de son émergence dans la perspective de la parité 50-50 à l'horizon 2030 pour la productivité maximale des recettes était au centre des débats lors d'une journée de réflexion organisée par la Direction générale des impôts DGI, et ce, à l'intention de femmes du fisc dans le cadre de la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme. C'était vendredi 6 avril dernier à
à l'hôtel Sultani de Kinshasa en présence de la directrice générale adjointe des impôts chargée des questions administratives et financières Lili Mouvova. Philo Cholé Bapeke et Etienne Kumba Chouma pour les détails. Elles étaient plus ou moins 200 bien habillées. Les femmes de l'administration fiscale congolaise se sont organisées de leur manière pour célébrer les mois de mars. En effet, elles ont tenu une journée de réflexion axée sur le thème « La responsabilité de la femme de l'administration fiscale face aux défis de son émergence dans la perspective de la parité 50-50 à l'horizon 2030 pour la productivité maximale de recettes ». Au cours de cette rencontre, deux intervenantes ont exposé tour à tour. La première, Maître Rosette Mavinga, a expliqué les innovations que les femmes ont apportées dans le code de la famille. La deuxième intervenante, Cathy Ondimba, représentante à l'ONU Femmes en charge des questions de participation politique, a abordé les thèmes sur les enjeux de l'identité du leadership féminin dans l'espace professionnel. L'objectif de cette journée consiste à amener ces femmes à comprendre ces matières afin d'apporter un plus dans le domaine fiscal. Se basant sur les thèmes de cette rencontre, le DGIA en charge de l'administration et finances, Lili Mouvova, représentant du directeur général, empêché à inviter les femmes de prendre conscience de leur valeur intrinsèque pour apporter un plus dans le domaine fiscal. Il est évident que la femme évoluant dans l'administration, particulièrement à la direction générale des impôts, peut être victime des problèmes spécifiques à elle qui nécessitent une attention et une thérapie particulière. Et dans une certaine mesure, sa contribution personnelle afin que des solutions idoines lui soient apportées. Ne dit-on pas que tout ce qui est fait sans nous est contre nous? C'est pour cette raison que la haute direction de la Direction générale des impôts a jugé opportun d'organiser cette activité pour associer le personnel féminin à la réflexion sur tout ce qui la concerne dans son milieu professionnel. Pour elle, le mois de la femme au sein de la Direction générale des impôts a tout son sens et aux femmes de s'en approprier dans le but d'atteindre les objectifs d'ici l'horizon 2030. Nous sommes en train d'identifier des stratégies. On a été enseignés par les technocrates qui nous ont un peu édifiés. Et nous essayerons, les compétences sont là, on essaiera de travailler le plus possible pour pouvoir atteindre nos objectifs. Au sein de l'administration fiscale, la femme est là. Aujourd'hui, nous sommes venus pour analyser de manière approfondie quel est l'apport de la femme aux impôts et quels sont les problèmes qui militent comme frein par rapport à son émergence. Nous remercions la haute direction parce qu'elle a permis quand même la femme de la DGI de se mettre ensemble pour parler des problèmes qui sont les siennes. Et nous espérons qu'à l'issue de ces assises, on aura un cahier des charges qui sera notre feuille de route, qui va nous servir de mémo, qui va nous servir d'argumentaire pour faire notre plaidoyer pour qu'enfin la femme soit bien représentée comme cadre au sein de la DGI. Signalons que la Direction générale des impôts a tout intérêt de multiplier ces genres de rencontres de sensibilisation pour leurs employés femmes afin de leur permettre de bien comprendre le bien fondé des réformes au sein de l'administration fiscale congolaise. Activité des femmes des régies financières encore, c'est à Lubumbashi, capitale du cuivre, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, que les mamans douanières ont clôturé avec faste le mois de mars dédié à la femme. 2 journées à caractère pédagogique et de réjouissance très édifiantes ont été organisées sur place sous la supervision du point focal national gender de la DGDA, Pierrette Mbombo Moukadi, directrice de la brigade douanière et de lutte contre la fraude. Objectif, rappeler à la femme douanière la responsabilité qui est la sienne tout en prouvant ce dont elle est capable de faire au profit de la nation. Les détails dans ce reportage de nos envoyés spéciaux dans le Haut-Katanga, Rosette Mambapoloto et Landrine Nyangi Lostine.
C'est déjà une tradition à la Direction générale de douane et accises. Les femmes douanières, au-delà de la célébration, profitent du mois de mars leur dédié pour organiser des activités de renforcement de capacité, une sorte de rappel de notions essentielles et pertinentes pour le bon exercice de leur métier. Cette année 2018, elles n'ont pas dérogé à la règle. Si les manifestations du genre ont eu lieu partout en République démocratique du Congo, c'est l'unité genre du Katanga qui a été la plus honorée. En effet, la présidente nationale de l'unité genre de la DGDA a cette fois-ci choisi de présider toutes les activités relatives au mois de la femme de la région douanière du Katanga. Question de stimuler le même élan d'éveil de conscience et d'activisme pour une mobilisation plus accrue des recettes de l'État par la junte féminine de la DGDA Katanga, à l'instar de leurs consoeurs de la ville-province de Kinshasa. Jeudi 29 mars 2018, à sa descente d'avion à l'aéroport international de la Loano, Pierrette Mbombo Moukadi, directeur de la brigade douanière et lutte contre la fraude, est agréablement surprise par l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait. La présidente de l'unité genre nationale, Madame Pierrette Mbombo Moukadi. Tout commence le vendredi 30 mars 2018 par la session de remise à niveau axée sur la prise en charge et la conduite des marchandises en douane ainsi que les innovations apportées dans ce domaine. C'est dans la salle Aroupé que près de 200 femmes douanières se sont retrouvées pour une session voulue comme rappel et partage d'expérience. Avec elles, quelques collègues masculins en signe de soutien. Madame Beni Moubenisha, sous-directeur et formateur, a attiré l'attention sur une bonne prise en charge des marchandises, facteur déterminant dans la maximisation de recettes. Elle a aussi insisté sur la vigilance et les sérieux qui doivent caractériser la douanière dans la réalisation de ces opérations. Quant à la deuxième oratrice, l'inspecteur Lydine Zatipemba, elle a souligné certaines subtilités, plutôt le flair que doit absolument avoir la femme douanière pour déjouer la fraude. Elle est revenue sur des cases déterminantes dans une déclaration susceptible de permettre à la femme douanière d'être perspicace et efficace pour déceler des cas de tricherie. L'autre orateur, Eric Zongia, est venu parler du suivi électronique de cargaison. Ces systèmes de surveillance en temps réel qui gèrent et sécurisent les marchandises en transit par la mise en place des scellés dans des conteneurs. Tous ces exposés ont été suivis par un échange fructueux et enrichissant pour toutes les parties prenantes. Une séance de photos des familles a immortalisé cette première journée. C'est dans le somptueux restaurant Casamia, dans la commune de Lubumbashi, qu'a eu lieu le samedi 31 mars 2018 la cérémonie de clôture du mois de la femme. La présidente de l'unité genre Katanga, Mami Ngoy, s'est réjouie de la présence de Madame Bombo, qui, selon elle, est un modèle de par son parcours. Du grade de vérificateur, elle a gravi tous les échelons jusqu'au rang des directeurs. Pour sa part, le président de la délégation syndicale de la DGDA Katanga a loué l'initiative des douanières de se former régulièrement pour bien remplir leur mission. Il en a profité pour exprimer son engagement à les accompagner dans leur quête de parité et d'épanouissement professionnel. Avant le mot de clôture prononcé par les directeurs provinciaux de la DGDA Katanga, Bernard Bossele Pilipili, qui a participé d'ailleurs à toutes ces activités, Madame Bombo a rappelé les différents thèmes choisis cette année pour célébrer la femme. Pour Pierrette Mbombo, la célébration du mois de la femme constitue donc l'opportunité de transformer cette dynamique en action et de favoriser l'autonomisation de femmes dans tous les contextes tant ruraux que urbains. Chère maman douanière, je vous exhorte à poser chaque jour qui passe des actes qui puissent faciliter la mise en œuvre de la parité. Sachant bien que tout mauvais comportement qui sera relevé dans le chef d'une femme douanière constituerait un argument en faveur des détracteurs de la parité qui sont encore malheureusement nombreux à détruire notre image de femme modèle et intègre. Faisons tout, chères sœurs, pour ne pas leur donner des prétextes en défaveur de la parité. Ayons toujours à l'esprit la devise
cher à notre directeur général, M. Deo Rugiza Maguera, devise que ces deux adjoints, en l'occurrence Jean-Baptiste Nkongolo et Nzuka Mapengo, se sont appropriés, à savoir toujours davantage, aujourd'hui plus qu'hier, demain plus qu'aujourd'hui. Bravo! Bravo! Puisqu'il fallait lier l'utile à l'agréable, les douanières de Lubumbashi se sont surpassées pour que la fête soit à la hauteur des attentes. L'occasion propice pour procéder à la présentation du comité élu il y a de cela 2 ans, ce qui a coïncidé donc avec son anniversaire. D'où les gâteaux partagés en toute fraternité, les tout dans une ambiance bon enfant. Dans un autre registre, sachez que lentement et sûrement, nous approchons la date du 23 décembre 2018, prévue pour l'organisation des élections présidentielles, législatives et provinciales en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié le 6 avril dernier les statistiques des électeurs par entité électorale. Avec 40 287 387 enrôlés sur l'ensemble du territoire national, l'opération de la révision du fichier électoral a coûté plus ou moins 4 millions de dollars américains selon le source de la CENI. Jetons à présent un regard sur les tendances de prix des denrées alimentaires de grande consommation sur le principal marché de Kinshasa au samedi 7 avril 2018. Les détails sont fournis par notre spécialiste des denrées alimentaires, Philochole Bapeke. La dépréciation du franc congolais face au dollar américain continue d'influencer la hausse des prix des denrées alimentaires de grande consommation sur le principal grand marché de Kinshasa. Concernant les riz, le sac de 25 kg a connu une baisse de 32 700 francs congolais à 31 900 francs congolais au marché de la Liberté. Une hausse de 31 600 francs congolais à 31 883 francs congolais au marché central. 31 200 francs congolais à 31 400 francs congolais au marché Selembao. Et enfin au marché Gambela, le prix est resté inchangé à 31 500 francs congolais. Du côté viande, un carton TS 20 kg est resté stable à 180 000 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Au marché central, il se vend à 179 000 francs congolais. Au marché Selembao, les cartons TS 20 kg a coûté 176 000 francs congolais. Stabilité au marché Gambela où le prix des viandes est resté stable à 198 600 francs congolais d'une semaine à l'autre. Concernant l'huile végétale, un bidon de 10 litres qui coûtait 12 300 francs congolais se vend actuellement à 11 500 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté. Il se vend à 12 870 francs congolais au marché central, 13 895 francs congolais au marché Selembao et 13 000 francs congolais au marché Gambela. Concernant les poulets, au marché de la Liberté, le prix d'un carton poids 13 a connu une hausse. Il est passé de 64 700 francs congolais à 65 500 francs congolais. Le constat est quasiment le même au marché central où le même carton de poulet a connu une légère hausse passant de 66 000 francs congolais à 66 500 francs congolais. Au marché Selembao, il se vend à 64 500 francs congolais et stabilité au marché Gambela où le prix n'a pas bougé à 66 000 francs congolais. Terminons ce tour d'horizon de prix avec le maïs. S'achète actuellement à 79 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, 65 000 francs congolais. Au marché Selembao, il coûte 62 000 francs congolais, tandis qu'au marché Gambela, où il se vend à 67 000 francs congolais. Et puis, dans le même ordre d'idées, l'Institut national de la statistique INES a rendu public les informations sur l'indice de l'inflation du lundi 2 au vendredi 7 avril 2018. Regardez. L'inflation hebdomadaire du 2 au 7 avril 2018 est de 0,166% au niveau national et 0,144% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 3,123% au niveau national et 3,797% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 12,100% au niveau national et 14,845% à Kinshasa. En glissement annuel,
L'inflation est de 49,523% au niveau national et 47,255% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive principalement à la hausse des prix des cartes prépayées des communications, des céréales, des poissons, des services d'entretien et des réparations courantes du logement, des meubles, articles d'ameublement et des décorations, tapis et autres revêtements, des appareils et articles pour les soins personnels. Sur les marchés d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 6 avril 2018 un dollar américain à 1616,94 francs congolais, un euro à 1991 fa à 3,0356 francs congolais. Au samedi 7 avril 2018, au parallèle, cette fois-ci, le taux était à 1630 francs congolais, le dollar américain dans la plupart des communes de la capitale et à 1640 le dollar américain au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, le billet vert s'est changé à 1550 francs congolais. À l'intérieur du pays, précisément à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, les billets verts s'est changé à 1620 francs congolais. À Bowende, dans la province de la Chuapa, le roi dollar s'est négocié à 1622 francs congolais. À Likasi, dans la province du Haut-Katanga, les billets verts a valu 1625 francs congolais, tandis qu'à Kimpese, dans la province du Congo central, le dollar s'obtenait à 1630 francs congolais. À Isangi, dans la province de la Chopo, le dollar américain a valu à 1635 francs congolais. Le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé à Beni dans le nord et à Bukavu dans le sud Kivu où la devise américaine pouvait s'obtenir à 1650 francs congolais. Voyons à présent le nouvel de cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 7 avril 2018 dans le produit minier exporté par la RDC. Le chiffre sont dans cet élément préparé par Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Le pétrole sur le marché de Londres a coûté 66,95 $ américains, soit une baisse de 2,26%. Et 61,82 $ américains sur le marché américain, soit une baisse de 2,97%. Le cuivre, de son côté, a coûté 6 780,75 $ américains la tonne, en baisse de 0,78%. Le cobalt, de son côté, a coûté 91 050 $ américains, soit une baisse de 2,36%, et l'or à 1325,20 $ américains, en baisse de 0,38%. Sur le marché des produits céréaliers, la tonne du riz a coûté 12,50 $ américains, soit une hausse de 0,64%. La tonne du maïs, 389 $, une hausse également de 1,97%. Et la tonne du blé a coûté 471 $ américains, en hausse de 3,40%. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ces magazines Fiscalité et Développement de ce dimanche 8 avril 2018. Vous pouvez toutefois revoir cette édition sur notre chaîne YouTube Fiscalité et Développement. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec les mêmes plaisirs. Au revoir.